Salut, c'est Cyril, je suis super content de te retrouver à nouveau pour te parler d'un livre. Aujourd'hui, on va parler d'un livre un petit peu philosophique. Le livre, c'est le Gorgias de Platon. Allez, je t'en parle tout de suite. Alors ce livre, de quoi nous parle-t-il? Eh bien, il va nous parler de deux points centraux, en tout cas c'est les deux points que j'ai retenus moi. Il va nous parler tout simplement de la rhétorique et de ce à quoi elle sert, et il va nous parler d'éthique. Et il va nous parler de l'éthique personnelle. Voilà, donc en tout cas c'est les deux points que j'ai retenus moi du livre, et c'est les deux points dont je vais te parler dans cette vidéo. Avant ça, je voulais juste simplement dire merci à tous les tipeurs qui participent à mon Tipeee. Je voulais également encourager ceux qui ne le font pas à aller voir mon Tipeee. Vous aurez le lien en description. Ça vous permet de participer financièrement à l'aventure et ça permet du coup de me donner les moyens d'avoir des projets peut-être plus ambitieux pour l'avenir. Ça me permet également de faire de plus en plus de vidéos avec des résumés ou des explications de concepts, avec des résumés et des explications de livres et de lectures. Donc voilà, si jamais vous aimez mon travail, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de participer à mon Tipeee, et vous pouvez même également aller sur le site Lectures Engagées qui va vous permettre d'avoir des extraits écrits de livres en plus des recommandations vidéo, ce qui va vous permettre de choisir au mieux les livres que vous avez envie de lire dans cette année, puis à l'avenir en général. Voilà, allez, on est parti sur le bouquin. Donc on va parler aujourd'hui de Gorgias de Platon. Alors déjà au niveau de la forme, ce qu'on peut dire du livre, c'est qu'il se présente sous forme de dialogue. Donc ce sont des dialogues qui ont lieu devant une foule. Et on a engagé dans ce dialogue, on a Gorgias, on a Calliclès, on a Socrate, on a Polo. Et en fait, ils vont discuter tous ensemble. Alors dans un premier temps, en fait, le livre débute et Gorgias explique que lui, il maîtrise l'art de la rhétorique et que c'est le meilleur art, que c'est l'art de convaincre, que ça nous donne beaucoup de pouvoir puisqu'on peut convaincre les masses comme on peut convaincre les plus puissants. Donc c'est un art qui est très très important selon Gorgias, et il dit qu'il peut enseigner cet art à peu près n'importe qui, aux élèves qui viennent le voir, et qu'il peut enseigner cet art qui est pour lui l'art maître pratiquement, puisque c'est un art qui permet de convaincre absolument tout le monde et qui permet vraiment par la conviction de faire ce qu'on veut et de commander aux gens, de commander à la cour, de commander à la masse. Et ça, selon Gorgias, c'est vraiment le plus important des arts. Mais tout de suite, Socrate émet une première objection, c'est tout simplement que si la rhétorique ne comporte pas un enseignement éthique, la rhétorique peut également aider les méchants à imposer leur vue, à imposer leur avis et à imposer leur pouvoir sur les masses et sur d'autres personnes. Et en cela, pour Socrate, c'est quand même un art qui paraît assez dangereux. Alors Gorgias lui dit que oui, mais en même temps, il leur enseigne l'éthique parce que effectivement, la rhétorique c'est simplement un outil, et cet outil peut être utilisé de manière éthique ou de manière non éthique. Mais Gorgias nous dit qu'il enseigne l'éthique en même temps que la rhétorique. Et là, Platon de répondre que, il voit pas comment, en fait, il peut. Alors en substance, il dit il voit pas comment Gorgias en fait peut apprendre l'éthique en même temps que la rhétorique, puisque la rhétorique c'est l'art de convaincre sans savoir et sans avoir d'éléments factuels et d'éléments rationnels sur le sujet sur lequel on se prononce, ou alors très peu. C'est-à-dire qu'il donne un exemple, il dit par exemple, si on met sur une estrade devant une grande masse ignorante des subtilités de la médecine, on prend un rhétoricien d'un côté et on met un médecin de l'autre, si les deux s'expriment et si les deux émettent un avis contraire et un avis différent devant cette grande masse, le rhétoricien aura plus de chances d'être cru de la foule que le médecin, alors que, évidemment, c'est le médecin qui est le plus pertinent quand on s'exprime sur la médecine. Et le problème, c'est que devant une masse, le rhétoricien sera pourtant celui que la masse aura le plus tendance à croire. Et donc, pour Socrate, la rhétorique a cette faille, a ce problème de pouvoir générer chez les autres des convictions et des avis, alors qu'il n'y a aucune base rationnelle ou aucune base éthique en fait qui sous-tend en fait l'avis ou la conviction qu'on va arracher au public chez lequel on va l'arracher par la rhétorique. Socrate émet une autre objection que j'ai trouvée super intéressante, c'est qu'il nous dit que la rhétorique est au langage, au discours, ce que la cuisine est à la nourriture. C'est-à-dire qu'en gros, au niveau de la nourriture, si jamais vous allez bien, vous allez pouvoir goûter n'importe quelle cuisine, et un médecin vous dira que vous pouvez manger n'importe quelle cuisine, sans trop de problèmes. Et du coup, la cuisine c'est quelque chose qui va améliorer le goût de la nourriture. La cuisine c'est un savoir-faire et non pas un art, comme le dit Gorgias. Selon Socrate, c'est un savoir-faire en fait qui permet d'apprêter la nourriture et de flatter les papilles. C'est-à-dire que la cuisine est une flatterie pour la nourriture. Et donc, il fait ce parallèle, Socrate, il nous dit la rhétorique c'est la même chose, c'est-à-dire que la rhétorique en fait n'apporte rien
au discours, si ce n'est des artifices. Et en fait, la rhétorique est une flatterie pour le discours qu'on essaye en fait de faire passer. C'est-à-dire qu'on flatte l'auditeur, on flatte l'oreille, on flatte son intellect pour emporter l'adhésion ou pour emporter la conviction. Mais, nous dit Socrate, si jamais nous sommes malades, eh bien là on retourne à la cuisine. Si jamais nous sommes malades, eh bien le médecin va nous dire de suivre un régime particulier. Et là il sera plus question de manger n'importe quel plat cuisiné et de flatter ses papilles. Il sera question de regarder au niveau nourriture ce qui est intéressant au niveau nutritionnel pour nous. Alors il le dit pas de manière aussi précise, hein. C'est moi qui vous précise ça pour que vous compreniez un petit peu l'idée qu'il développe, mais il nous dit voilà, la cuisine c'est quelque chose dont on se soucie et qui flatte les papilles et qui est agréable quand tout va bien. Mais quand on est malade, on se soucie pas forcément du fait que la nourriture soit bonne ou pas très bonne. Ce qu'on veut, c'est que les aliments qu'on ingère nous guérissent et nous aident dans notre processus d'auto-guérison ou de guérison. Et c'est pareil avec la rhétorique du coup, parce que eh bien quand on veut faire comprendre quelque chose, eh bien on a besoin de maîtriser le sujet duquel on parle, et on n'a pas forcément besoin d'artifices, des artifices que sont la rhétorique pour emporter l'adhésion et la conviction. Les éléments rationnels et les éléments de connaissance qu'on a du sujet sur lequel on prétend parler, eh bien suffiront. Et il reprend encore, Socrate reprend là encore l'exemple du médecin en nous disant, si un médecin parle à un autre médecin, eh bien le médecin verra que l'autre médecin sait de quoi il parle. Si un rhétoricien parle de médecine à un médecin, eh bien tout de suite le médecin va voir que le rhétoricien raconte n'importe quoi et il n'arrivera pas à emporter l'adhésion. C'est-à-dire que la rhétorique en fait fonctionne que chez des gens qui sont ignorants du sujet duquel on parle. Et c'est la seule manière dont la rhétorique peut emporter la conviction, puisqu'elle s'adresse forcément à des gens qui ne sont pas instruits sur le sujet sur lequel on parle. Voilà. Sauf si, alors il y en a qui vont émettre, là c'est pas forcément dans le livre, mais il y en a qui vont émettre une objection, qui vont me dire, oui mais si tu as la connaissance du sujet, en plus tu as la maîtrise de la rhétorique. Oui, c'est effectivement, ça peut aider d'avoir la maîtrise de la rhétorique, mais j'ai envie de dire, à quoi bon? On va perdre du temps, puisque maîtriser la rhétorique, en fait, va tout simplement vous donner un pouvoir supplémentaire, c'est-à-dire des artifices pour emporter des convictions que de toute façon, vous allez emporter si jamais vous maîtrisez le sujet duquel vous parlez. Donc pourquoi rajouter des artifices si vous avez déjà le centre et le cœur du sujet? Voilà. Et donc la rhétorique porte en elle aucun savoir et aucune éthique de manière intrinsèque. Et donc Socrate ne voit pas en quoi la rhétorique est un art et en quoi la rhétorique est utile. Bien au contraire. Là-dessus, Calliclès va rentrer de manière assez vive dans la conversation. Il va dire à Socrate, mais écoute, on s'en fout de l'éthique, on s'en fout de ce qui est vrai ou de ce qui est pas vrai. L'important, en fait, c'est tout simplement dans la cour ou devant les masses ou devant les puissants, c'est de pouvoir convaincre, parce que le pouvoir de convaincre, eh bien, c'est le pouvoir de faire absolument ce qu'on veut. Calliclès nous explique que les tyrans sont ceux qui ont eu les meilleures vies, tout simplement parce qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient, ils ont réussi à convaincre aussi qui ils voulaient, et Calliclès nous dit que celui qui réussit à convaincre, celui qui réussit à imposer ses vues à la société, est celui qui, même s'il est injuste, même s'il dévoie l'éthique, est celui qui est le plus heureux, parce que selon Calliclès, le fait d'être heureux, c'est faire ce qu'on veut. Et c'est même être injuste, en fait, c'est simplement ça, être heureux tant qu'on fait ce qu'on veut et tant qu'on arrive à déployer et à imposer nos visées et nos convictions aux autres. Et là, il va s'engager un dialogue assez vif et assez long entre Socrate et Calliclès, qu'on pourrait résumer comme ça sur qu'est-ce qu'est bien vivre? Est-ce qu'il vaut mieux subir l'injustice? Socrate nous dit qu'il vaut mieux subir l'injustice que la commettre, et Calliclès nous dit qu'il vaut mieux la commettre que la subir, puisque la subir, ça nous fait mal à notre corps, et en plus, ça réduit notre pouvoir d'agir. Socrate, lui, nous dit qu'il vaut mieux subir l'injustice, puisque ça nous laisse une conscience qui est propre, et ça nous laisse ça nous laisse dans une impression en fait de faire ce qui est juste, de faire ce qui est louable pour la société, et d'être quelqu'un d'utile pour sa société, et que eh bien il vaut mieux subir cette injustice. Voilà, donc il y a tout un dialogue très très vif avec beaucoup d'arguments qui vont être déployés tant du côté de Calliclès que du côté de Socrate. Et au final, l'argument final que va déployer Socrate, ça va être tout simplement de dire que pour le salut de l'âme, pour éviter d'aller dans l'Hadès, donc dans l'enfer, et pour aller au royaume des bienheureux, donc le paradis,
eh bien il vaut mieux subir l'injustice que la commettre, puisque ça permet au final de garder une âme pure et de garder une âme bien heureuse. Voilà. Ils vont parler également, il va y avoir de quelques échanges autour de la philosophie, sur la pertinence et l'importance qu'il y a dans une société d'être philosophe et d'être parfois peut-être un petit peu retiré du monde dans ses réflexions. Alors que Calliclès, lui, va nous expliquer qu'il vaut mieux agir, qu'il vaut mieux peser sur les choses, peser sur les gens, et que c'est quelque chose qui rendra plus heureux et qui fera d'un homme un plus grand homme. Et Socrate va lui montrer d'une manière, je trouve, admirable que en fait il se trompe et que, eh bien, réfléchir à la direction que doit prendre une société, à la direction que doit prendre un être et réfléchir à toutes ces choses est quelque chose qui est bien plus nourrissant et bien plus important pour l'âme que de peser sur les gens et que d'avoir le pouvoir, un pouvoir qui serait parfois illimité et qui nous permettrait d'imposer ce qu'on veut à n'importe qui, quitte à être injuste. Et quand on est injuste, eh bien ça pèse sur la conscience, même si c'est de manière inconsciente, et surtout, eh bien ça ne prêche pas pour le salut de l'âme. Voilà. Donc là, je vous ai résumé un petit peu les 2 points centraux, il me semble, de ce livre, et les 2 points en tout cas qui, moi, ont marqué mon attention. Alors si j'ai aimé ce livre, j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai beaucoup aimé l'échange entre Gorgias et Socrate au départ, et puis entre Polo et Socrate quand il parlait de rhétorique. J'ai énormément apprécié la vivacité et la pertinence de l'échange qu'il y a eu dans la deuxième partie du livre entre Calliclès et Socrate, où Socrate démontre en quoi il est mieux d'être juste, en quoi il est mieux d'être d'être quelqu'un de juste, et même d'être puni, nous dit Socrate, il est bien d'être puni quand nous avons été injustes, plutôt que de pouvoir se soustraire à la punition, parce que ça permet de devenir meilleur et de rendre un être meilleur. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse, mais j'ai beaucoup aimé ce livre et je l'ai trouvé hyper intéressant. Je trouve juste un petit peu dommage qu'à la fin, en dernier argument, Socrate ait parlé de l'enfer et du paradis, puisque ça fait un petit peu la carotte et le bâton comme dans les religions monothéistes. Donc j'ai trouvé que c'était dommage qu'on en finisse par là, mais il donne tout un tas d'arguments rationalistes avant, et c'est vraiment la partie que j'ai le plus appréciée. Voilà, c'est juste un petit peu la fin, un petit bémol. Il a fait appel en argument final et en argument suprême à l'enfer et au paradis, à la déesse et au royaume des bienheureux. J'ai trouvé ça dommage parce qu'il se défendait bien sans ça, et j'aurais bien souhaité qu'il termine l'échange sans ça. Mais en tout cas, c'est un livre que je te conseille pour te faire un avis sur la rhétorique, pour te faire un avis sur ce qu'est selon Socrate la vie bonne et ce qu'est selon Calliclès la vie bonne. 2 visions radicalement différentes qui s'affrontent. D'un côté, le tyran qui fait ce qu'il veut et qui impose ses vues par la rhétorique et par la force aux autres. Et puis de l'autre côté, la philosophie qui cherche la vie bonne, quitte à être punie de temps en temps pour générer en l'être une envie de devenir meilleur. Donc voilà, et puis aussi le côté philosophique de Socrate, il prêche pour la philosophie, pour ce côté je réfléchis à la société, je réfléchis à ce que je fais pour moi, je réfléchis à long terme à ce qui est bien pour moi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé tous ces points dans le Gorgias de Platon que je te recommande chaudement. C'est un livre qu'il faut impérativement avoir lu. Il n'est pas très long, il n'est pas très gros, et honnêtement c'est très abordable. Donc voilà, à partir de 18 ans, même un petit peu avant, si vous êtes habitué à lire, 16-17 ans, c'est parti jusqu'à 99 ans, il n'y a aucun problème, c'est pas un livre qui est compliqué à lire. Moi, je n'avais, je crois, rien lu de Platon avant. Ouais, j'avais rien lu de Platon avant. J'ai commencé par celui-là et ça s'est très très bien passé. Voilà. Écoute, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu qui va bien. Partage si tu as envie de donner des recommandations de lecture à des amis. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Salut.